Bienvenue! Aujourd'hui, on s'intéresse à la transformation assez fascinante de quelques ingrédients de base, comme la farine et l'eau, en une variété incroyable de pâtisseries. On pense souvent que c'est de la magie, mais en réalité, c'est de la pure chimie. La question de base, c'est celle-là. Comment ça se fait qu'avec les deux mêmes ingrédients de départ, on peut obtenir des résultats aussi complètement différents? D'un côté, une pâte feuilletée super délicate et de l'autre, un bon pain bien moelleux. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors voici le plan de match pour démystifier tout ça. On va d'abord voir la différence entre les pâtes et les détrempes. Ensuite, on plonge dans les secrets de la farine, on regarde le rôle des autres ingrédients, on voit comment tout ça s'agence pour créer plein de choses différentes et on termine avec l'étape cruciale, le four. C'est parti! OK, on commence par la base de la base. La distinction la plus fondamentale en cuisine, qu'est-ce qui différencie une pâte d'une détrempe? En fait, c'est franchement simple. La seule et unique chose qui sépare une pâte à pain d'une pâte à crêpes, c'est la quantité d'eau. C'est tout. Une pâte, c'est juste assez humide pour former une boule qu'on peut pétrir, manipuler, alors qu'une détrempe, elle, a beaucoup plus d'eau, ce qui la rend liquide, ou du moins assez molle pour qu'on la dépose à la cuillère. Bon, maintenant qu'on a vu ça, parlons de l'ingrédient vedette, la farine, et surtout de son super pouvoir secret, qui est souvent mal compris, le gluten. Le gluten, il faut voir ça comme le squelette, la charpente de presque tout ce qu'on cuisine. Quand la farine et l'eau se mélangent, les protéines à l'intérieur s'agrippent les unes aux autres et forment une sorte de filet super élastique. C'est ce filet-là qui va emprisonner les bulles de gaz et qui va permettre à nos créations de lever et de garder leur belle forme. L'image du ballon, c'est vraiment la meilleure façon de se le représenter. Imaginez que le gaz produit par la levure, c'est de l'air qu'on souffle dans un ballon. Le gluten, lui, c'est le caoutchouc du ballon. Il doit être assez solide pour ne pas éclater, mais assez souple pour s'étirer. C'est exactement ce qui se passe dans une mie de pain pour la rendre si aérée. Et c'est là le point crucial. En boulangerie, on a presque toujours deux objectifs opposés. Pour un pain, on veut un réseau de gluten fort, donc on pétrit et on pétrit encore pour le muscler. Mais pour un gâteau tendre ou des muffins, on veut tout le contraire. Un gluten trop développé, ça les rendrait caoutchouteux. Donc là, on essaie de le travailler le moins possible. Et bien sûr, tout ça commence par le choix de la bonne farine. La clé, c'est le pourcentage de protéines, parce que ce sont elles qui forment le gluten. C'est simple. Plus il y a de protéines, comme dans la farine à pain, plus on a le potentiel de créer un gluten fort. À l'inverse, moins il y en a, comme dans la farine à pâtisserie, plus on a de chances d'obtenir des résultats tendres et délicats. OK, on a compris, la farine, c'est la star. Mais elle ne peut pas tout faire toute seule. Il est temps de parler des acteurs de soutien, qui sont tout aussi essentiels à la magie. Les agents levants, comme la poudre à pâte ou le bicarbonate de soude, c'est une question d'équilibre parfait. Si on n'en met pas assez, on se retrouve avec une brique, c'est lourd et dense. Si on en met trop, non seulement tout risque de s'effondrer, mais en plus, ça laisse un arrière-goût chimique vraiment désagréable. La précision, c'est la clé. Le sucre, on a tendance à penser que ça sert juste à sucrer, mais pas du tout. Son rôle est beaucoup plus complexe. Il rend la mie plus tendre, il aide la croûte à prendre une belle couleur dorée et il garde l'humidité. C'est pour ça qu'un déséquilibre, dans un sens comme dans l'autre, a des conséquences directes sur la texture, le volume et même la couleur finale. Ah, les matières grasses, comme le beurre ou l'huile, ce sont de vrais couteaux suisses en pâtisserie. D'abord, elles enrobent les protéines de la farine et empêchent le gluten de trop se développer, ce qui rend le tout plus tendre. Dans les croissants, par exemple, ce sont les couches de beurre qui, en fondant, créent la vapeur qui donne ce feuilletage incroyable. Et bien sûr, ça ajoute une richesse et une saveur qui font toute la différence. Bon, maintenant qu'on connaît bien tous nos joueurs, voyons comment leurs interactions créent cette immense variété de délices qu'on aime tant. C'est fascinant de voir comment, juste en jouant avec la quantité de liquide, le type d'agent levant ou la façon dont on mélange, on peut passer d'un extrême à l'autre. On part d'un pain, où le gluten est développé au maximum, pour aller jusqu'à un biscuit sablé, où il est presque inexistant. C'est tout un univers de textures qui est possible à partir des mêmes ingrédients de base. Prenons l'exemple de la pâte brisée, pour une torte. Ici, l'objectif numéro 1, c'est de développer le gluten le moins possible pour éviter que ça devienne dur. Le secret, c'est les morceaux de gras froid qui, en fondant au four, vont libérer de la vapeur. Et c'est cette vapeur qui va créer les petites poches d'air qui donnent le feuilleté qu'on recherche. Et à l'opposé, on a le pain. Là, c'est complètement le contraire. Le gluten, c'est notre meilleur ami. On veut le développer au maximum pour qu'il forme ce fameux ballon capable de retenir tout le gaz produit par la levure. Le résultat, c'est cette structure super aérée et cette texture moelleuse qu'on aime tant. Et puis, il y a les muffins qui sont un cas d'école pour minimiser le gluten. La règle d'or, c'est de mélanger les ingrédients secs et humides séparément, puis de les combiner le plus brièvement possible.
Si on mélange trop, le gluten se développe et ça crée des espèces de tunnels dans le muffin. C'est le signe classique qui va être dur et caoutchouteux. Bon, les ingrédients sont mélangés, la pâte est prête. On arrive maintenant à l'étape finale, la plus spectaculaire, la transformation dans le four. Pourquoi on doit absolument préchauffer son four? Ce n'est vraiment pas une suggestion, c'est une nécessité scientifique. La chaleur intense, dès le départ, provoque une expansion super rapide des gaz dans la pâte. Ça lui donne un bon kick pour lever. Si le four est tiède, la levée est lente et la structure va figer avant d'avoir atteint son plein potentiel. On se ramasse alors avec un produit dense et plat. Voici quelques règles d'or pour le four. La plus importante, on résiste à la tentation d'ouvrir la porte, surtout dans les 20 premières minutes. Une chute soudaine de température peut faire complètement s'effondrer un gâteau. On place aussi généralement les moules au centre pour une cuisson uniforme. La seule exception, c'est souvent les tartes. On les met sur la grille du bas pour donner un extra de chaleur à la croûte et s'assurer qu'elle soit bien croustillante. Et le point le plus important à retenir de tout ça, c'est simple. Quand on comprend le pourquoi derrière chaque étape, une recette arrête d'être juste une liste d'instructions à suivre bêtement. Ça devient une boîte à outils. On a les connaissances pour improviser, corriger un problème et même commencer à créer. Ce qui nous amène à une dernière question. Maintenant qu'on connaît les règles de la science en boulangerie, à quel moment est-ce qu'on peut se permettre de les briser pour innover? C'est là que la vraie créativité commence. Merci d'avoir été à l'écoute.